Donc j'ai fait les process, etc. Et il se trouve que j'ai eu l'ESSEC. Donc j'ai intégré l'ESSEC en septembre 2024. Passé le Taj-Mahal et tous les process avec Prepaya. Donc j'étais admissible à l'ESSEC et admis à l'EDEC et l'EM. Bonsoir, bienvenue, donc sixième épisode donc, des secrets d'admission. Ce soir avec Paloma et Antoine, qui nous font le plaisir d'être là ce soir. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va commencer par Paloma. Paloma, est-ce que tu peux commencer par te présenter, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait et petite particularité aussi, c'est vrai que je crois que tout le monde jusqu'à maintenant a fait sa rentrée en septembre 2025. Moi, c'était l'année dernière, voilà. 2024. Donc, petite particularité. Ce sera aussi l'occasion de discuter de ce qui s'est passé depuis, parce que comme j'expliquais à Louise hier, c'est vrai que sur la première saison, on voulait avant tout évoquer le parcours antérieur des candidats, parce que par définition, ils viennent de faire la rentrée. Je trouve qu'ils ont une vision un petit peu édulcorée, hein. Ils sont sur un petit nuage, très heureux d'avoir intégré une école. Bon, beaucoup parler de l'école, c'est peut-être pas encore le moment. Donc c'est vrai que même si du coup tu as intégré en septembre 2024, l'idée, enfin le thème de cette première saison, c'est surtout donc de parler de tout ce qui s'est passé avant jusqu'à l'intégration finale. Donc si on a un peu de temps, s'il y a des questions aussi, on aura l'occasion peut-être de parler de ta scolarité. Okay. Mais c'est vrai que dans les présentations dès le lycée, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui suivent qui sont plus jeunes, l'orientation en AST, elle est quand même très conditionnée par le parcours qu'on a choisi après la terminale. Donc contextualiser un petit peu le lycée, le bac, peut-être des options au bac aussi qui ont amené à faire certains choix d'orientation, ça peut être intéressant d'en discuter. Et puis bien évidemment les études jusqu'à l'intégration. Donc je te laisse te présenter. Du coup, enchantée, moi c'est Paloma. J'ai fait un bac ES, donc c'était avant la réforme, donc économique et sociale. Et ensuite, je suis partie en Angleterre, j'ai intégré Warwick, l'University of Warwick, où j'ai rejoint la business school et là-bas j'ai fait un bachelor in management. J'ai passé 4 ans là-bas. Donc j'ai fait mes 2 premières années en Angleterre sur le campus à Coventry, pas très loin de Birmingham en Angleterre. Et ensuite j'ai fait une année de césure pendant mon bachelor où je suis partie du coup 6 mois à Hong Kong en échange. Et ensuite j'ai fait un stage de 6 mois à Paris, du coup chez Sephora. Et ensuite du coup je suis retournée en Angleterre faire ma dernière année de bachelor à Warwick. Et du coup, c'est pendant cette année-là que j'ai commencé mes dossiers, etc., pour postuler aux écoles de commerce. Du coup, j'ai rejoint Prepaya et j'ai passé le GMAT avec Prepaya. Je l'ai bossé à peu près pendant 2 mois et demi, le GMAT, je dirais, mis bout à bout. Et j'ai fait la session 2 pour entrer en école de commerce. Donc moi, je suis passée par Join a School pour postuler directement à 5 écoles en France. Vu que j'étais AST international, j'ai pu faire Join a School. Et à côté de ça, j'ai aussi postulé à l'ESSEC en voie directe et à l'INSEAD. Et du coup, donc, j'ai fait les process, etc. Et il se trouve que j'ai eu l'ESSEC. Donc j'ai intégré l'ESSEC en septembre 2024. Et du coup, là, je suis en césure entre mon M1 et mon M2 depuis juillet. Très bien. Voilà. Super. Antoine. Alors moi, je suis lyonnais, je viens de Lyon, j'ai eu mon bac à Lyon, où j'ai spécialité mathématiques et géopolitique. Ensuite, j'ai intégré l'IAE à Lyon. Donc j'ai fait une licence pendant 3 ans. Et à la fin de ma licence, j'ai essayé seulement l'EDEC, donc j'ai pas été admissible. J'étais admissible, mais pas admis. Donc ensuite, j'ai intégré Nanterre en master statistique et économie du risque. Et j'ai passé le Taj-Mahal et tous les process avec Prepaya. Donc j'ai été admissible à l'ESSEC et admis à l'EDEC et l'EM. Très bien. Du coup, on va continuer avec toi, Antoine. À quel moment, donc déjà, je crois que tu es le 3e lyonnais qu'on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui. Oui. Un peu plus jeune, hein, les autres. Ma première question, c'est à quel moment dans ton parcours, déjà, tu as connu le système des admissions sur titre ? Dès le lycée, pendant la licence, à quel moment ça s'est présenté ? Alors, je pense que c'était pendant la L2. Je connaissais une connaissance par mes parents qui avait fait Prepaya et qui avait été pris à l'EDEC. Donc j'ai commencé à me renseigner à ce moment-là. Et c'est au début de la L3 que j'ai pris rendez-vous donc avec toi et que je me suis inscrit à Prepaya. Et que c'est là que j'ai commencé donc, à m'intéresser au TAJ, TOEIC
et tous les process pour être pris. Ok, donc c'est au début de L3 que tu as commencé à. Ouais, tout à fait. Donc L1, L2, L1, L2, tu j'étais pensais pas au courant. t'orienter sur quoi à la base? Quand tu es rentré à l'IAE, tu pensais. C'était quoi le projet? Il n'y en avait pas vraiment au début, et puis après je me suis dit un master ou une école, et ensuite j'ai rencontré Prepaya, et c'est là. Ok. En rentrant en L1, je pensais pas du tout pouvoir viser le top 5, Mm. et après en parlant avec des gens et en prenant Prepaya, j'ai revu mes objectifs. Mais si on remonte un petit peu dans le temps, c'est-à-dire que quand tu as fait tes choix d'orientation, tu as mis que l'IAE, tu n'avais pas d'autres. C'était la suite logique. Ouais, c'était la suite logique, je voulais faire. Par exemple, une prépa, si tu n'étais pas considéré la prépa. Non, j'étais pas trop un bosseur au lycée, donc je pense que la prépa c'était pas trop pour moi. Mm. Et on m'avait conseillé de faire la fac et que l'IAE c'était pas mal. Mm. Donc je postulais, c'était mon choix numéro 1. Et au lycée, tu étais bon élève ou. Dans la moyenne. Dans la moyenne. T'as une mention bac? Non, j'ai pas eu de mention. Ah ouais, Oui. d'accord. Ouais. Et quand tu es rentré en licence, au niveau des résultats, ça s'est bien passé, moyen Ça, c'est- Déjà, avant de connaître les admissions sur titre, finalement, vu que tu n'avais pas vraiment de projet particulier après la licence, est-ce que tu avais. C'était quoi ta motivation pour bosser du coup en L1 et L2? C'était seulement valider et puis enchaîner en plutôt. Mais j'avais plutôt des facilités en maths, donc Ouais. j'avais plutôt de bonnes notes. Je tournais autour de 13-14. Mm. Et ensuite, bah, en L3, quand je me suis renseigné vraiment sur ce que je voulais faire après, là j'ai un peu plus bossé. Ok. Donc, Et juste pour donner un ordre d'idée, parce qu'il y a des jeunes qui sont en cours de licence qui aiment mieux se situer, parce qu'au final, entre l'admission et aussi ton admissibilité aussi à l'ESSEC qui est quand même un révélateur, un signal fort quand même d'un bon niveau académique. Si tu devais donner tes moyennes à peu près sur la licence, tu t'es à combien? J'ai fini à 13 de moyenne Ouais. à la licence et j'étais plutôt autour de 12 en L1 et ensuite j'ai augmenté petit à petit pour finir à 13 de moyenne générale. Ouais. D'accord. Et du coup, quand tu as fait ton choix de master, c'était quoi ton état d'esprit? Parce que du coup, tu as dit que tu as présenté que les DEC la première année. Oui. Pourquoi déjà? Bah, on pouvait pas postuler à l'ESSEC, c'était que pour les masters. Ouais. Et à ce moment-là, je voulais pas rester à Lyon, donc Ok. j'avais pas envie de tenter le Lyon, donc j'ai Mhm. essayé que les DEC. Mhm. J'ai été admissible mais pas admis, et donc à ce moment-là, je voulais choisir un master pour pouvoir postuler l'ESSEC, parce que je voulais absolument y aller. Et donc j'ai postulé un master plutôt scientifique, donc statistique, économie du risque. Et là ensuite, voilà, c'est comme ça que j'ai été admissible à l'ESSEC. D'accord. Et du coup, tu avais passé quelle session à l'ESSEC? La session 1, une, D'accord. en novembre ou octobre. Et malgré ça, ton master, t'as lâché, t'as continué J'ai continué, Mhm. je l'ai fini même avec mention, et voilà, j'ai postulé avec le master à l'EDEC et l'EM. Très bien. Il fallait le valider pour rentrer. Oui, si on le présentait, parce que du coup, Ouais, oui, je l'ai présenté. tu oui. l'as coché. D'accord. Voilà. Paloma, du coup, et toi, tes choix? Bah, moi, Comment je c'était quoi ton suis- état d'esprit en terminale et aussi tes résultats? T'étais bon élève c'était quoi ton Au profil, lycée, sinon j'étais plutôt bonne élève, Ouais. ça allait. Et j'ai voulu partir à l'étranger. J'avoue que c'était pas forcément une décision hyper réfléchie. J'avais envie de partir, j'avais envie de changer. Mon frère était parti à l'étranger avant, à Warwick aussi. Mhm. Donc forcément, j'ai eu un peu ces échos qui m'ont donné envie. J'ai postulé que en Angleterre, à l'étranger. Ok. Et j'ai eu Warwick, c'était celle qui me tentait le plus, peut-être aussi, vu que j'avais les échos de mon frère, j'étais un peu rassurée d'aller là-bas, j'étais déjà allée le voir, donc je connaissais le campus, etc. Et pendant Warwick, au début, bah, c'est vrai qu'à Warwick, il y a beaucoup de Français qui retournent après en France faire des écoles de commerce. Donc forcément, tout le monde en parle un peu autour, etc. Et j'ai fait un bachelor. Dès la première année. Ouais. Mm. Bah, en fait, on parlait beaucoup avec les 3e ou 4e années qui, eux, étaient dans les process, etc. Donc forcément, dès la première année, on savait un peu comment ça se passait, qu'il fallait certainement passer le GMAT ou alors faire le test interne de l'ESCP pour le SCP, etc. Ou le TAGE-MAGE, mais c'est vrai qu'en Angleterre, il y a plus de gens qui font le GMAT. Et du coup, je l'ai considéré dès le début, mais sans être sûre de vouloir faire ça. Et c'est vrai que plus j'ai évolué, plus je me suis dit que j'avais envie de faire un master, ça j'en étais sûre. Et je savais que je voulais rester dans le management et rester dans quelque chose de global, vu que j'avais pas forcément d'idée de ce que je voulais faire après. Donc je suis restée sur les masters in management et c'est comme ça que la décision s'est prise. C'était pas forcément par conviction, mais
Et c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et à quel moment vraiment tu as acté, enfin, c'était quand? Est-ce qu'il y a une période où vraiment Je pense que c'est pendant mon stage, Ouais. du coup juste avant de rentrer en 4e année, où je me suis vraiment dit, bon, faut que je m'y mette, faut que je commence à passer le GMAT, etc. Donc pendant l'été, j'ai commencé à me renseigner, j'ai entendu parler de Prépaya, donc je me suis inscrite. Mm. Et je me suis dit, en vrai, j'ai un peu envie de faire tout ça vite, pas faire durer les applications pendant toute ma 4e année. Et du coup, c'est pour ça que je me suis direct motivée à faire le GMAT dès début septembre. Mm. J'ai eu mon score fin mi-novembre et j'ai fait direct la 2e session. Très bien. Justement, par rapport aux candidatures, là on est à quelques jours donc, de la clôture de l'ESSEC et aussi d'HEC, toutes les écoles qui suivent, dès la semaine prochaine. 1er octobre pour HEC, 2 octobre pour l'ESSEC. C'est quoi votre perception des sessions? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps sur la voie internationale. C'est plus récent pour les Français. Je pense que toi, tu as dû vivre un peu la transition de ce système. Déjà pour le CP, non, tu as connu. Pour l'ESSEC, tu as dû connaître la transition, oui. De M1 à L3? Non, du système de session. Ah oui, je suis arrivé la première année, il y avait directement des sessions. Bon, je pense que c'était ta première année, parce que Ok. c'était l'année juste avant. Non, parce qu'avant l'ESSEC, c'était une session dans l'année, au mois de mars, on envoyait les Ok. dossiers. On a même connu l'époque où on envoyait les dossiers par papier. Ouais. Donc il y a eu la digitalisation et ensuite la segmentation par session alignée du coup, sur la voie internationale. Mais c'est un système qui n'est pas encore complètement développé parce que encore aujourd'hui, le MION et les DEC n'ont pas encore emboîté le pas. Hein. C'est une seule candidature par an. Il y a aussi Schema qui s'est plié à l'exercice. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas, parce que je pense que déjà sur la voie internationale, les écoles françaises ont dû, malgré elles, suivre les écoles LBS, LSI, etc., qui ouvrent très tôt dans l'année. Parce que forcément, si vous ouvrez en mars et que vos concurrents ont déjà absorbé les bons candidats, ça pose problème. Donc, est-ce que le MION et les DEC à terme vont suivre? On ne sait pas, on attend. De toute façon, les calendriers sortent progressivement, mais a priori, on resterait sur ce calendrier. Alors déjà, ce système de session, comment ça vous a impacté en termes de réflexion, de fonctionnement? Est-ce que ça a été un facteur qui vous a peut-être amené à travailler les tests différemment, à vous positionner différemment? Toi, par exemple, est-ce que l'existence des sessions a eu un impact? Est-ce que tu t'es dit, tiens, il faut que je postule plus tôt? Est-ce que la session 2 était bien la session que tu visais, ou peut-être la 1? Comment déjà cette problématique de session s'est posée de ton point de vue, Paloma? Moi, au début, j'ai commencé début septembre, donc dans ma tête, c'était sûr que j'allais passer mon GMAT fin septembre, que j'allais faire la première session et que, en espérant, j'allais être débarrassée en rentrant à Warwick, quoi, parce que Warwick, on commence début octobre. Au final, bien évidemment, ça a duré un peu plus de temps que ce que je pensais. Et du coup, je me suis mis un peu l'objectif de la 2e session assez rapidement, en vrai. Mi-septembre, je savais que ça allait pas être la première, mais que ça allait être la 2e. Mais c'est vrai que je fonctionnais vraiment avec un objectif de session en tête pour avoir un peu une deadline, puisque sinon, ça peut durer des mois et des mois. Et c'est vrai que forcément, autour de nous, enfin en tout cas autour de moi, quand je l'ai fait, il y avait quand même pas mal de gens qui faisaient les mêmes process, etc. Donc forcément, il y avait un peu la pression de postuler le plus vite, si je postule plus tard, il y aura moins de place, etc. Après, je pense que les écoles, elles ont des quotas dans tous les cas par session et qu'il y a à peu près le même nombre de gens qui sont pris par session. Mais c'est vrai que quand on est dedans, après j'en sais rien, mais quand on est dedans, on a un peu l'impression qu'il faut le faire le plus vite possible parce que plus on avance, moins il y aura de place. Donc c'est vrai que moi j'étais dans l'optique de le faire assez rapidement, mais c'était pas que pour les sessions, c'était aussi, j'avais pas envie de faire traîner trop longtemps parce que je savais que sinon j'allais perdre ma motivation. Et toi, ces genres de sessions moi je crois que tout le monde disait globalement, je sais pas si c'est vrai ou pas, que la saison 1 c'était la plus simple, donc je voulais absolument la faire. Et comme j'avais déjà le TAJ, j'avais juste à passer le TOEIC et ensuite j'ai postulé pour la saison 1. Et comme tout le monde disait que c'était plus simple, je me suis encore plus donné sur les essais, etc. pour que ce soit le meilleur possible. Et c'est comme ça que j'étais admissible. Ouais. Et avec le recul, tu penses que c'était vrai ou pas? Je sais pas, moi, je sais qu'il y avait la transition L3-M1, donc il n'y avait pas les L3, donc c'était aussi, je pense que c'était quand même la meilleure session à postuler à ce moment-là. Mais je sais pas si c'est vrai, moi en tout cas ça m'avait un peu boosté parce qu'on me disait que c'était plus simple, cette session. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que
il y a le mythe inverse qui existe aussi. Il y a le mythe sur lequel, vu que c'est la première session, que les candidats les plus énervés, ultra déter, venaient saturer cette session-là et qu'elle était plus compliquée. Je l'entends, hein. Ça fait partie des nombreuses théories qu'ont les étudiants. Moi, ce que je constate, mon sentiment, hein, c'est que les écoles... je pense pas que les écoles aient des quotas par session. Et ils sont certainement pas identiques. J'imagine très mal, elles pourraient pas. Ça ferait trop de place pour les premières où il y a objectivement très très peu de candidats. D'ailleurs, tu as dû t'en rendre compte peut-être quand tu as passé tes euros de l'ESSEC. On était 8. Voilà. Ah oui. Donc, et je pense... 8 sur la journée, après je sais pas, il y avait 3-4 jours, mais Ouais. à ce moment-là, on était 8 sur la journée. Ouais, ouais, le problème, en fait, il y a un peu une déformation. Donc, parce que forcément, il y a des gens qui vont dire, oui, j'ai mes copains qui ont été admissibles et tout, ils voient que la première session, ça fonctionne bien. Mais le mythe est aussi alimenté par le niveau de ces candidats. Parce qu'en réalité, c'est vrai que les gens qui postulent en première session sont objectivement de très bons candidats. Des gens qui sont prévoyants parce que voilà, ils sacrifient un été. Il y a objectivement un niveau global qui est bon, surtout qu'il y a toujours la possibilité de postuler plus tard. La deuxième session, c'est pas la fin du monde. Donc on va dire les personnes peut-être moins courageuses ou qui manquent d'un petit peu de détermination vont facilement basculer sur la session 2. Donc il y a quand même un biais d'antisélection qui est énorme, qui fait que les gens qui vont en première session sont de bons candidats. Les stats en première session sont très bonnes, parce qu'au final, les écoles, quand les élèves ont tout ce qu'il faut, ils ont le GMAT, tout le TAGE, le dossier académique, ça passe en première session. Et surtout, elles ont beaucoup de place. Donc il n'y a pas encore d'arbitrage compliqué à faire au niveau des candidatures. Nous, ce qu'on voit, c'est que dès qu'un dossier... il y a très peu d'injustice, hein, au niveau de l'ESSEC. Hein. Le SCP, on va en parler, c'est encore un système un peu différent. Mais à l'ESSEC, quand les gens ont le GMAT, tout le TAGE et le dossier académique, première session, ça se passe très bien. Et je pense que statistiquement, le taux d'admissibilité est plus important juste parce que le pool des candidats est meilleur et que ça arrange aussi l'école. C'est pas parce c'est la première session qu'avec un dossier pourri, on va passer. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'injustice. Je vous donne un exemple. Hein. En session 3, par exemple, cette année, au niveau de l'ESSEC en STF, je pense que tu connais des cas quand même de gens qui ont passé cette année. Ça a été très compliqué. Ouais, Il y a beaucoup d'injustices parce que quand l'école a quelques dossiers qui sont tous très bons, elle peut facilement les prendre. Moi, je pense que si l'ESSEC a 50 dossiers qui arrivent en session 1 et qui sont tous excellents avec 685 au GMAT et que des firsts de bonne université anglaise, je pense qu'ils sont tous admissibles. Elle n'a aucune raison de s'opposer à ça. Bon, la probabilité que ça arrive est très faible. Mais je veux dire, il n'y a pas un quota où on va dire, il y avait 20 places, du coup il y a 40 très bons candidats, on dit aux 20 autres d'aller se faire voir. Non, je pense pas. Mais bon, il faut quand même relativiser le faible nombre quand même. Toi, tu as dit que tu en as croisé 8, mais globalement, c'est une première session de l'ESSEC. Je pensais qu'il n'y avait pas plus de 30 admissibles, je pense. Hein. J'ai pas les chiffres, mais sur la globalité. Et moi, je m'en rends compte aujourd'hui. Les élèves sont très compliqués à motiver à me voir en première session. À la prépa, ils sont dans un cadre où on les encourage et puis même ils voient un peu autour d'eux. Il y a toujours des phénomènes de masse comme ça. J'ai mon pote qui postule, il n'a pas un meilleur dossier que moi. Donc il y a une émulation qui se crée. Mais en tout cas, la première session est une très bonne chose. Et les quelques personnes qui hésitent encore ou qui sont dans des situations compliquées, parce qu'au moment que je parle, il y a des gens qui sont un peu fragiles parce qu'ils ont peur de passer un TOEIC. Il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs référents, qui ne répondent pas. Je pense que c'est un stress que vous avez peut-être dû connaître aussi. Mais je pense qu'il faut s'accrocher. Parce qu'avec une deadline qui est dans une semaine, il a encore temps d'aller s'inscrire à une session de TOEIC. Il a encore temps d'aller solliciter un peu plus un prof qui ne répond pas. Parce que en général, c'est plus les profs que les professionnels qui sont compliqués à joindre. Parce que c'est dommage. Quand on a déjà le GMAT ou le TAGE, qu'on a le dossier, qu'on est à un TOEIC ou à une recommandation près, c'est quand même dommage de passer à côté de ça. Et toi, du coup, qui as passé en session 2, est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre postuler en session 1 et en session 2 ? C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Franchement, je saurais pas trop dire parce que j'ai un peu des contre-exemples dans les deux cas. Après, c'est vrai que dans mon entourage, tous les gens qui ont postulé en session 1, ils ont eu, en général. Mais après, c'est ASTI, donc c'est un peu différent. Et non, en STF, c'est pareil. Hein. Okay. Enfin, ceux qui méritent, en tout cas. Hein, ouais. En tout cas, je connais peu de gens qui ont été refusés en session 1.
Et pareil, en fait, session 3 et 4, je connais plus de gens qui ont été refusés en session 2 qu'en session 1, 3 et 4. Après, je pense que c'est aussi hyper aléatoire et que c'est pas un schéma qui se répète Tu parles de tous les l'ESSEC? ans, quoi. Non, je parle de l'ESCP surtout. Voilà, C'est justement. très Comme j'ai aléatoire. dit, le SCP, Ouais. on allait en parler un petit peu après parce que le SCP, c'est un cas un petit peu différent. L'ESSEC, non, franchement, c'était assez... Homogène? Ouais. Ouais. En fait, la nouveauté, cette année, il y a eu beaucoup de casses en fait, en session 3 et en session 4 parce qu'il y a eu l'ouverture des candidatures au L3. Ouais. Et c'est un choix qui n'est pas neutre, même en termes d'organisation, parce que je pense que mécaniquement, ça n'a pas doublé, ça a dû facilement tripler les candidatures au niveau de l'ESSEC. Et je me demande comment, au niveau organisation, ils ont fait, parce que, tu vois, tu as vu la différence, hein, tu as postulé par Jonas School. Ouais, pour... Bon, tu as vu la taille des essais à Jonas School par rapport à ceux de l'ESSEC. Ouais. C'est pas le même rien à travail. voir. Surtout que l'ESSEC traite les dossiers avec quand même beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'avant le système des sessions, quand on était en STF sur une seule session, il se passait quand même beaucoup de temps entre l'envoi des dossiers et la décision d'admissibilité. Bon, il y a le système de lissage au niveau des internationaux qui fait que c'est géré différemment. Mais l'ESSEC, c'est une école où les essais sont très longs et il y a toute une coordination et un traitement individuel des dossiers qui sont tous corrigés et notés. Donc je vois bien mais savoir ce qui s'est passé du jour au lendemain, comment ils ont dû gérer cet afflux de dossiers. Mais la conséquence, on l'a vu, c'est qu'il y a eu des traitements quand même assez injustes de certains dossiers. Par exemple, les dossiers ingénieurs en session 3 ont été complètement écartés. Et même au niveau de certaines candidatures d'étudiants de L3, on a observé des taux d'échec qui étaient quand même assez importants par rapport à la session 1 et la session 2. Voilà, donc à cette période de l'année, bon, ceux qui s'intéressent maintenant aux écoles qui n'ont rien passé, j'avoue que c'est trop tard pour la session 1. Mais il y a encore la session 2 qui est tout à fait accessible parce que là, on clôture. La première école clôture en session 2, c'est le 15 décembre pour l'ESSEC. Mais Paloma, tu peux me le confirmer, quand on commence à bosser son GMAT, même fin septembre, on peut avoir un GMAT pour début décembre. Complètement, sans problème. Donc la session 2, parce qu'après session 3, on est sur un calendrier décalé, puis et la session 4. Voilà. Du coup, Paloma, tu as dit que tu as postulé donc, à Jonas School, à l'ESSEC, Ouais. à l'INSEAD aussi. Ouais. On te parle un peu de l'INSEAD. Après l'INSEAD, j'ai postulé parce que j'ai eu ma réponse de l'ESSEC en retard. Et le jour où je devais avoir ma réponse de l'ESSEC, du coup la réponse que j'ai eue le lendemain, c'était le jour de la fin de l'INSEAD. Et je venais d'apprendre que j'avais pas eu les écoles de Jonas School, enfin celles que je voulais. Et du coup, j'ai postulé à l'INSEAD un peu au dernier moment. Et en fait, j'ai annulé ma candidature. Donc j'ai pas passé les oraux, j'ai pas passé le Kira test et tout de l'INSEAD. J'ai arrêté ma candidature, j'ai fait le dossier, je l'ai envoyé. Et après, je me suis dit, je sais que je vais préférer aller à l'ESSEC. Et il fallait que je paye la compte de l'ESSEC, etc. Donc j'ai préféré arrêter ma candidature. Et j'avais pas mal de copains de Warwick qui postulaient à l'INSEAD. Donc je me suis dit, ça sert à rien de continuer le process. Alors, même si tu n'as pas fait le process jusqu'au bout, j'imagine que tu as un point de vue sur la question. C'est quoi ton avis sur l'INSEAD? Qu'est-ce que tu en penses? Et comment tu la positionnes par rapport à une parisienne française en mime? C'est quoi ton avis? Franchement, je pense que c'est une top école. Mon avis, il a vachement évolué sur la question parce que c'est vrai qu'en arrivant en dernière année de Warwick, au moment où je me posais la question, etc., j'étais un peu dubitatif parce que je me disais quand même c'est nouveau, comment ça va évoluer, etc. Aujourd'hui, je suis à peu près sûre que ça va bien évoluer. On l'a vu cette année quand même, c'est assez concluant leur positionnement et tout par rapport aux Parisiennes. Et je pense qu'en vrai, ils ont quand même une sélection qui est assez stricte et il n'y a pas de raison que... j'ai plutôt un avis positif. Je pense que ça va continuer à bien évoluer. Et donc pour toi, ça aurait été... tu aurais mis à la 4e place, quoi. Par exemple, entre l'EDEC et l'INSEAD, tu aurais préféré quoi? Moi, je serais allée à l'INSEAD, je pense. Par rapport à l'EDEC? Ouais. En Master Management? Ouais. D'accord. Mais je pense qu'après l'ESSEC, c'était l'INSEAD qui me tentait le plus. Après, c'est vrai que j'avais pas forcément envie de faire un master en 1 an. Parce que je savais pas encore exactement quelle voie je voulais prendre, etc. Donc je préférais avoir un peu plus de temps et faire un peu plus de stages. Mais si jamais j'avais pas eu cette problématique, je pense que l'INSEAD, ça aurait été mon choix numéro 1. Tu soulignes un point intéressant, là, cette sorte de master en 1 an. En fait, il y a un point intéressant sur l'INSEAD. C'est géographiquement en France. Mais dans sa construction, dans sa conception, ça ressemble beaucoup plus à un master type international, Ouais, complètement. comme ce qu'on peut trouver à Imperial ou à LBS.
pour citer la principale destination. D'ailleurs, LBS, qui est, je pense, la principale destination, même avant INSEAD, pour les masters internationaux. Ouais. Alors, petite parenthèse déjà sur LBS. Pourquoi pas LBS alors que tu avais en tête de postuler à l'INSEAD? LBS, c'était pareil, c'était le master en 1 an. Mm. Et j'avais pas forcément envie de rester en Angleterre. Ouais, c'est par rapport à l'Angleterre. Et Londres en soi n'était pas une ville pour habiter tout de suite qui me tentait. Pourquoi pas plus tard, mais tout de suite, en tout cas il y a 1 an et demi, c'était pas forcément un endroit où je me voyais. Et c'est vrai que j'ai un peu réfléchi comme ça aussi, mais j'avais pas mal de mes copains qui rentraient en France et pas tellement à l'époque qui allaient à Londres. Il y en a beaucoup qui sont arrivés à Londres cette année et qui ont pris 1 an de pause entre la fin de Warwick et leur master. Mais en enchaînant, on était plus à rentrer en France qu'à rester. Donc c'est vrai que mon choix, il s'est un peu, sans une réelle raison, il s'est plus orienté vers le retour en France. Ouais, parce qu'en fait, INSEAD, c'est la base d'une école qui est très connue, reconnue par rapport à son MBA. D'ailleurs, c'est marrant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont même pas au courant qu'INSEAD, c'est un truc français. Des gens qui pensent que c'est américain. Ouais. Ou je pense que, même avant anglais, il y a des gens qui pensent que c'est une école américaine. Mais c'est un sentiment qui est quand même confirmé par la construction des programmes. Faut bien comprendre qu'à la base, le Master in Management, alors c'est un peu trompeur, hein. Moi, je serais même militant pour qu'ils changent le nom des Master in Management en France. En fait, le Master in Management, c'est le master dont on est diplômé quand on rentre dans le cadre du programme Grande École. Le programme Grande École, c'est le programme qu'on fait après une classe préparatoire. Et le Master in Management, c'est un master qui est fondamentalement un master généraliste. Et ce qu'on appelle Master in Management à l'étranger, c'est des masters qui sont prédestinés plutôt au métier du conseil à la base. Et des masters qui sont plutôt 1 an. Donc INSEAD, c'est plus rapproché de la définition du MIM en vision internationale qu'en vision française. Le truc avec la césure, les 2 années. La possibilité de se spécialiser aussi, parce que c'est ça qui est quand même marrant, c'est qu'on peut être en MIM et faire un truc qui n'a rien à voir, faire de la finance. Je pense que le cas d'EDEC est le cas le plus extrême. On peut avoir un MIM de l'EDEC en faisant un cursus 100% finance à Nice. Ouais. Mais l'appellation MIM, elle est importante pour bien cadrer qu'on est bien dans le programme Grande École, qui est le diplôme phare. Il y a des gens qui ont toujours cette référence. Il y a des gens, si on leur dit MSc, Financial Market, etc., eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que c'est bien le truc qu'on a après une classe préparatoire. Il n'y a pas de classe préparatoire à l'étranger, donc c'est une distinction qui n'a pas vraiment de sens. Et aussi, dans l'autre sens, il y a des personnes qui ont un MIM, mais qu'une fois qu'elles sortent des frontières françaises, quand elles partent à Londres, par exemple, elles vont mettre en avant le diplôme en finance. Par exemple, les gens d'HEC, ils ont plus tendance à dire qu'ils ont fait un master finance à HEC que de dire qu'ils ont fait un MIM HEC, pour éviter les confusions. Non, mais l'INSEAD, c'est une très bonne formation. Moi, je me souviens que j'ai toujours des réserves. Hein. Une nouvelle formation ouvre, on ne sait pas à quoi s'attendre, surtout qu'on passe de MBA à un MIM. Dès la première année, INSEAD a fait un très très bon recrutement, notamment en internationaux. Ça a beaucoup plus attiré les internationaux que les Français. Et dès la première année, en allant sur LinkedIn, je regarde un petit peu les profils. Parce que forcément, première promotion, on ne va pas spontanément dire aux élèves d'aller sauter dans l'inconnu. Mais dès la première année, sur les profils internationaux, ils ont fait de très très bons recrutements. Et de toute façon, la Financial Times s'est prouvé cette année. Voilà, et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils sortent du coup en 2027 un master en finance aussi. Ok, voilà, ils surfent sur la vague. Mais ça va ensemble. Hein. De toute façon, je trouve ça compliqué de proposer un MIM actuellement en Europe sans proposer son cousin MIF. Hein, parce que y a 2 choses qui attirent les personnes, c'est les métiers du conseil et les métiers de la finance. C'est quand même dommage. Parce qu'au final, qu'est-ce que certaines personnes faisaient? Il y a des gens qui postulaient quand même au sommaire dans les banques en partant du MIM, quoi. Comme ils le font aussi à l'LBS. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément un cloisonnement complètement imperméable entre les 2 filières. Mais maintenant qu'il y a le MIF, je pense que ça facilite la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ils veulent faire INSEAD, mais est-ce qu'on peut faire de la finance avec? Donc maintenant, ils pourront résoudre ce problème-là et je pense que ça va attirer beaucoup de personnes. D'ailleurs, toi, quand tu étais à Warwick, si on devait répartir un petit peu, alors, on va peut-être pas parler des internationaux, on va plus parler des Français. Si on devait faire l'inventaire, surtout que toi, du coup, tu es intégré en 2024, donc tu as peut-être même suivi des gens qui ont retenté après avoir tenté une première fois. Comment se répartissent les Français de Warwick, du coup, après le bachelor? Dans les écoles? Déjà, est-ce qu'il y en a qui vont bosser directement après le bachelor? Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal qui vont bosser à Londres. Ou alors qui font des stages en France parce qu'avec Warwick, on est conventionné encore pendant 1 an.
et qui du coup retentent. Ceux qui font des stages en France, souvent ils retentent. Ceux qui vont bosser à Londres, c'est souvent des gens qui se sont dit on verra plus tard pour le master. Et du coup, il y en a beaucoup qui sont rentrés dans des masters cette année-là, enfin qui rentrent là. Du coup, souvent c'est en Angleterre, ils sont repartis à Londres. Après, il y en a aussi qui rentrent dans les écoles françaises. Et sinon, dans mon année, la majorité des étudiants étaient à l'ESCP. Vraiment la grande majorité. Et sinon, on est quelques-uns à être à l'ESSEC, mais moins qu'à l'ESCP. Et il y en a aussi quelques-uns à HEC. Après, l'EDEC aussi, il y a quelques personnes qui sont à l'EDEC. L'EM Lyon, moins. Et sinon, l'INSEAD, il y en a pas mal. Et après, LBS, LSI, Impérial, il y en a beaucoup à Impérial aussi. Très bien. Mais la majorité des Français, c'est ESCP, après Warwick. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur HEC. Donc il y a des gens de Warwick qui ont vu intégrer HEC. C'est quoi les caractéristiques selon toi des personnes qui rentrent à HEC en venant de Warwick? Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Comment on intègre HEC en venant de Warwick? Ils n'ont pas fait un bachelor in management. Mm-hmm. Ils étaient dans des bachelors en politique ou en relations internationales. Et bon, évidemment, ils ont passé le GMAT avec des bons scores au GMAT. Mais c'est vraiment des profils pas de la WBS, de la Warwick Business School. Il y a un autre critère important pour entrer à HEC. Si on parle de la question de la nationalité, est-ce que tu as vu un impact de la nationalité sur les admissions à HEC? Oui, complètement. C'est vrai que la majorité des gens de Warwick qui sont à HEC, ils n'ont pas la nationalité. Enfin, ils ont une double nationalité ou alors une nationalité qui n'est pas française. Après, je connais quand même des gens qui n'ont pas de double nationalité et qui sont en mime à HEC. Enfin, je ne connais pas des milliards, mais il y en a quelques-uns. Ouais. En passant par la voie directe ou par Jonas School? Je saurais pas dire. Tu saurais pas. Bon. Mais c'est vrai que hier j'en parlais un peu plus en détail. C'est vrai qu'il y a des critères importants pour entrer à HEC. C'est vrai que la filière, ça compte beaucoup. C'est vrai qu'en business, c'est plus compliqué. Ouais. Il y a l'université d'origine, des universités où c'est plus simple. Bon, si on est à LSI, c'est plus simple qu'à Warwick, et si on descend en dessous, ça devient impossible. Quelqu'un qui est à Westminster, j'imagine très mal, même s'il tape un first, HEC ne va pas coller son nom en fait, avec des universités de troisième zone. Et on voit déjà une fracture sur, même en passant sur UCL. UCL, King's, Warwick, on est à peu près dans le même sac. Même une personne qui fait business à UCL, ça passera pas, en général, dans beaucoup de cas. C'est vrai que la nationalité, ça joue beaucoup. Surtout sur Jonas School. C'est pour ça que nous, en termes de politique, on a plutôt tendance à pousser les personnes, quelle que soit leur filière, avec une nationalité étrangère, à postuler par Jonas School, parce que c'est plus simple. Mais bon, après pour les Français, c'est tout le temps galère, quoi. De toute façon, tu vois bien en proportion, même quand on prend tous les critères, la filière, les notes, etc., factuellement, quand il n'y a pas de passeport, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et il y a un autre phénomène dont on a parlé hier qui était intéressant aussi. Tu as dit que tu as vu beaucoup de gens de Warwick intégrer le SCP. Est-ce que tu as vu le phénomène suivant, qui est nouveau, qu'on a vu après Payade depuis très peu de temps? Des gens qui vont à l'ESCP, ok, il y en a toujours eu de Warwick, mais des gens qui désistent l'ESSEC pour aller à l'ESCP? Ouais, il y en a. C'est un phénomène nouveau? Après, il n'y en a pas énormément. Mais il n'y en avait pas du tout. Le seul fait qu'il y en ait, ça devient... Ouais, je pense que c'est le fait, en tout cas, la justification de ceux que je connais qui ont fait ce choix-là, c'était vraiment le fait d'avoir plusieurs campus. Et après, Cergy aussi, ça démotive un peu. Mais c'était le fait de pouvoir faire vraiment des semestres à Madrid, à Berlin, à Londres. Donc c'était vraiment ça qui les motivait, quoi, dans le SCP. Sinon, sur le reste... Et puis, les gens ont tendance à dire qu'aujourd'hui, c'est à peu près... en termes de classement, etc., c'est similaire, donc ils se posent pas... Enfin, ils se disent vraiment, je vais choisir là où je serai le plus épanoui personnellement, et je réfléchis pas en nom d'école, parce que pour eux, c'est similaire. Moi, j'ai vu une drôle de coïncidence. Il y a eu ce déplacement aussi depuis qu'il y a eu le déménagement temporaire à Porte-Champéret. Ouais. Je trouve que République avait moins la cote que Porte de Champ. Après, c'est temporaire, puisque je crois qu'ils vont retourner à République dans pas très longtemps.
Mais c'est vrai que j'entends beaucoup parler de la question géographique, que ce soit par rapport à l'accessibilité ou même par rapport à l'insécurité à Cergy. Et c'est un argument en fait qui revient de plus en plus, alors qu'avant les étudiants étaient vraiment dans une logique pure de classement. Parce que c'est pas évident, hein, parce que les gens qui habitent par exemple à Paris se disent bah, être à Paris entre guillemets dans une école, ça peut être une facilité pour aller étudier. Mais même en termes d'accessibilité, quelqu'un qui habite à l'autre bout de Paris pour aller tous les jours à Cergy, en fait, dans beaucoup de cas, aller à Cergy, ça implique dans tous les cas de déménager finalement. Mm. Donc les élèves se disent, bon, bah, quitte à devoir déménager pour étudier dans de bonnes conditions, bah, autant changer de pays, quoi. Mm. Alors que, bon, en métro, Porte de Champéry, c'est quand même beaucoup plus accessible pour beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que c'est nouveau, hein. Avant, les gens, c'était, bon, bah, les secs et deuxièmes. Voilà. Moi, je considère en tout cas que les trois parisiennes se valent, hein. C'est vrai qu'HEC a un côté statutaire, au même titre que Sciences Po, Polytechnique. Il y a des écoles qui, comme ça, ont une aura en fait particulière, surtout au niveau du grand public. Mais la réalité du monde du travail, elle est quand même bien différente. Enfin, dans beaucoup de cas, les débouchés sont les mêmes dans les parisiennes. Et j'irais même beaucoup plus loin en disant que on voit rarement aussi des gens bénéficier directement en termes d'emploi de la petite aura supplémentaire des parisiennes par rapport à l'Emion et l'EDEC. Ça se joue à Ouais. quelques boîtes, hein. Par exemple, les métiers du conseil. C'est vrai que les MBB, McKinsey, Bain, BCG ont pour réputation de prendre qu'au niveau des parisiennes. Mais même en venant d'HEC, des gens de Prépaya qui ont intégré des MBB, surtout dans les bureaux parisiens, je peux les compter sur les doigts d'une main, Ok. sur plusieurs années. Donc quand les gens me disent, ouais, j'ai besoin de faire une parisienne pour intégrer un MBB, statistiquement, bon, on n'a même pas fait le quart du chemin en faisant HEC pour intégrer ces entreprises, surtout à Paris. Donc voilà. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Toi qui étais dans la situation, comment tu as vécu finalement le fait d'être aussi proche d'une parisienne? Et de. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as quand même eu la tentation de retenter? Est-ce que ça a été un drame? Comment tu le vis? Et maintenant que tu es intégré, avec la distance et que le recul, est-ce que tu penses que ça vaut vraiment le coup de se focus sur les parisiennes ou une vision top 5? Comme nous on a à Prépaya. À Prépaya, on parle de top 5 hein, globalement parce qu'on estime que faire une top 5, quelle qu'elle soit, permet d'avancer très vite, beaucoup plus loin. Et j'ai toujours considéré que la fracture entre le top 5 et le reste est beaucoup plus forte qu'entre la limite du top 3 et Ouais, le top Mion et 5. les decks. C'est quoi ta vision aujourd'hui et comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était un traumatisme déjà? Ah ouais, au départ, c'était assez dur. Assez dur quand même, j'y ai cru. Mm. Mais après, j'ai vite enchaîné. Parce que à la base, je visais les secs, mais je pensais pas non plus que c'était atteignable. Mm. Donc j'étais quand même toujours EDEC EM. Mm. Et j'ai essayé donc le MIF de l'ESSEC. Ouais. Ouais. Donc j'avais été pris. Et au final, j'ai choisi le M Lyon. Et non, je suis assez content de l'EM Lyon, même quand je regarde les débouchés des anciens ou de ceux qui sont actuellement dans leur stage. Je pense que même avec l'EM Lyon, on peut quand même bien s'en sortir. Donc au final, je suis pas déçu de mon école. Du coup, tu as envoyé en session 2 le MIF de l'ESSEC? En session 3. Session 3. Ouais. Ok. Et donc j'avais été pris, mais en un an à Singapour. Ouais. Et donc j'ai réfléchi et j'avais pas énormément d'expérience et au final j'ai préféré le M Lyon. Parce que j'ai contacté plusieurs personnes qui travaillaient qui me disaient que le MIM c'était encore une valeur sûre. Le MIF, certaines personnes ne connaissaient pas ou étaient moins intéressées. Donc je préférais le M. Voilà. C'est un dilemme qui n'est pas évident. Et je vais faire un parallèle avec un élève qu'on a eu à la prépa qui a eu le même dilemme que toi, mais qui lui a choisi l'ESSEC. En fait, ça dépend d'où on part. Le problème, et d'ailleurs c'est un problème que tu as soulevé aussi par rapport au MIM en un an, quand on sait où est-ce qu'on va, quand on a déjà beaucoup d'expérience, le MIM peut paraître très vite trop long et pénible et peut-être un petit peu inutile. Pas inutile par rapport à la valeur du diplôme, parce que la valeur du diplôme, bon, tout le monde la reconnaît, etc. Mais il y a des gens qui sont déjà voilà, sur la rampe de lancement, ils sont bardés de stage, ils veulent juste un dernier tampon avant d'aller travailler. Donc j'avais un élève par exemple qui avait fait un cursus complet en école de commerce déjà, donc quasiment un BBA. Un BBA c'est 4 ans, bon lui il a fait 5 ans, il a fait prépa, il était entré à l'INSEC. D'une manière générale, c'est très compliqué d'enchaîner deux PGE. Les écoles, elles n'aiment pas trop, c'est quand même très mal vu. Et c'est vrai que pour nous, c'était limite un objectif de fou de se dire qu'un type qui a déjà fini un PGE peut refaire un PGE à l'EM Lyon. C'était un peu une performance, peut-être même plus marquante qu'intégrer un MIF finalement.
Donc du coup il est pris au MIF de l'ESSEC et surprise il est accepté à l'Emion en PGE. Bon je me dis c'est l'événement, il va faire PGE de l'Emion. Et il a eu tout à fait raison, hein. Le type avait déjà fini son école, il avait déjà enchaîné sur une année de césure dans une boutique de M&A. Au final il est rentré au MIF de l'ESSEC et un an après il était en M&A large cap à la BNP. Alors que s'il avait dû refaire les machins, il aurait perdu du temps, c'est un profil qui est déjà âgé. Il y a des gens qui ont vraiment un profil MIF parce que le problème, à l'inverse, c'est que quand on rentre dans un MIF et qu'on n'a pas d'expérience, il n'y aura pas de miracle. Ouais, c'est ça. On a vu des cas compliqués comme ça. Il y a des élèves, ils rentrent en MIF, ils sont très contents. Impossible d'avoir un summer, impossible d'avoir un CDI, et c'est des profils après qui galèrent. En fait, autant les compteurs sont remis plus ou moins à zéro avec un PGE, entre le mec qui a fait prépa, qui a 20 ans, qui a fait un pré-master, qui est dans votre promo, celui qui a fait une licence, celui qui est ingénieur, celui qui est pharma. Il y a quand même ce truc de césure où en fait tout le monde revient un petit peu et repart à zéro. Alors que dans un MIF, la qualité des débouchés va être extrêmement dépendante de ce que vous avez fait avant. Le type qui rentre sans stage est complètement désavantagé par rapport au type qui a beaucoup de stages. C'est pour ça que le SCP actuellement a une politique de recrutement qui est devenue très très stricte. Si on n'a pas fait un gros stage en banque d'investissement, c'est impossible. Pour le MIF? Ouais, de l'ECP. Donc ils sont très détendus sur d'autres critères. Par exemple, ils n'exigent pas de GMAT ou de TAGE, c'est optionnel, mais honnêtement, ils s'en fichent complètement. Les élèves pensent parfois que ça aide à booster le dossier, mais j'ai pas l'impression. Au niveau académique, ils sont quand même assez souples. Par contre, ils sont intraitables sur un stage. Voilà. Et ça paye parce que derrière, quand je regarde la qualité des débouchés des gens qui sortent entre le MIF et SEC et celui de l'ECP, le ECP s'en sort beaucoup mieux. Le ECP est troisième. Mais ils ont un service carrière qui est tellement performant et ils ont un système de filtre à l'entrée qui est tellement bien calibré que les débouchés s'en sortent. À l'ESSEC, c'est très variable. Quelqu'un qui a ce qu'il faut en entrant, ça va très bien se passer. Une personne qui rentre et qui a rien, c'est plus délicat. Donc là, ils ont sorti aussi un système avec un MIF en 2 ans. Donc il y a la possibilité de faire des stages du coup entre les 2 années quand on fait sur 2 ans. Le ECP a pris le même modèle. Mais par contre, oui, dans ta situation, je pense que tu as plus intérêt à... Ouais, c'est exactement ça mon dilemme et j'ai pas de Parce que c'était quoi ta situation au niveau stage avant? T'as fait quoi comme stage avant? Moi j'ai fait une alternance en actuariat et un stage en comptabilité. Ouais. Donc rien. Pas, mais toi tu es plus branché banque d'investissement du coup. Ouais. Donc, et là du coup à l'EM Lyon, comment tu vois les choses? Je commence déjà à me renseigner et au final j'aimerais plus aller en market. Ok, t'as changé d'avis? Ouais, plutôt. Même avec mon master, je pense que c'est plus complet. J'ai vu pas mal de choses l'année dernière. Et donc, je commence déjà à réviser pour les entretiens d'embauche, etc. Voilà. Tu vas tenter les summers ou pas, du coup? Les summers, je les tenterai pour l'année d'après. D'accord. Ouais. Parce que cette année, moi, je serai diplômé en 2028 et cette année, pour postuler, il faut être diplômé en 2027. Voilà. Très bien. Donc, je serai après. Paloma, t'as les idées un peu plus claires, du coup, sur ton avenir professionnel maintenant? Parce que 4 pas années trop, de bachelor, c'était pas suffisant. Non, j'ai eu une idée où j'étais assez motivée dans un projet. Je voulais faire du conseil pour commencer. Je savais que j'allais pas faire ça j'avais pas forcément envie de faire ça pendant des années. C'est vrai que là, j'ai remis un peu en question ce projet-là sans l'abandonner complètement. Mais je me dis que j'ai encore un peu de temps. Et de toute façon, là, j'aimerais bien faire plus qu'un seul stage après celui que je suis en train de faire actuellement. Et que ce soit mon stage de fin d'études. Après, l'univers des startups, c'est vrai qu'il me motive de plus en plus et j'aimerais bien voir un peu plus à quoi ça ressemble, comment ça se passe, etc. Donc, c'est vrai que j'ai le conseil d'un côté, l'univers des startups. J'ai fait mes 2 stages dans des assez grosses entreprises, donc je pense que j'ai assez vu à quoi ça ressemblait et je ne sais pas si j'ai envie de continuer là-dedans. Après, si j'ai une opportunité qui me motive, pourquoi pas. Donc j'ai pas vraiment de projet hyper précis. Je suis assez ouverte, mais ce sera plus à l'opportunité et si ça me tente, quoi. Du coup, Antoine, que je me resitue un peu. Donc, t'as été accepté à l'EDEC aussi ou qu'à l'EM Lyon, in fine? L'EDEC aussi, mais j'avais déjà payé la compte à l'EM. C'était ta motivation? Enfin, c'est par rapport au blocage de la compte que... Est-ce que ça a eu une influence dans ton choix parce qu'en première année, t'es quand même au stade de ne pas postuler du tout. Ouais. C'est quand même marrant de passer de pas du tout candidat finalement désistement, quoi. Non, au final, je pense que Lille, ça m'intéressait pas tant que ça. D'accord. Je préférais rester à Lyon. Ok. Donc c'est plutôt ça mon choix. Voilà. Tu t'es réconcilié avec Lyon du coup? Ouais. Ah, c'était le séjour à Paris qui t'a réconcilié avec Lyon. Ça m'a réconcilié un peu. Souffler une année.
Surtout qu'au début, je voulais absolument une parisienne, enfin en L3, et donc après, l'EM, ça m'allait largement. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui... Parce qu'il y a toujours l'éternel débat sur qui est quatrième, qui est cinquième. En termes de... C'est quoi ta vision des choses? Pour moi, il n'y a pas de grande différence. C'est pareil. Les débouchés, quand je regarde, je trouve que c'est un peu pareil. Peut-être l'EM plus conseil et Non, mais je veux dire, finance. le fait que en fait, le consensus autour de la quatrième place Ouais. de l'EDEC, ça t'a pas... Tu t'es pas dit, bon, j'ai la quatrième, je vais dans la cinquième. Tu t'es dit non, pour toi, c'est vraiment pareil. Pour toi, Ah oui, pour moi c'était pareil. Il n'y a aucun moment où j'ai fait de différence entre les deux et peut-être l'EDEC Nice, mais donc j'ai pas eu le choix. Enfin, j'étais pas du tout admissible, donc c'était même pas, j'y ai pas pensé. Et donc. Comment ça? En venant de EasyFar, t'as pas été pris en Master Finance? T'as Non. demandé le Master Finance de l'EDEC? Ouais, j'ai demandé. À ton avis, pourquoi tu l'as pas eu? Je pense que c'était mon classement, du coup. Au final, après les oraux, je pense que j'ai pas eu assez bonne note pour là-bas. Ouais. Parce que entre EDEC Nice et EM Lyon, on te pris EDEC Nice, tu penses? J'aurais plus hésité. Ouais. Peut-être EDEC Nice, mais le M Lyon ça m'allait très bien aussi à ce moment-là. Je m'étais bien réconcilié avec le M Lyon. Tu penses quoi des gens qui disent ouais, le M Lyon c'est fait pour le conseil et les startups, et pour faire de la finance il faut aller à l'EDEC, on perd du temps à l'EM Lyon. Tu penses quoi de ce mythe tenace? Déjà, l'EDEC Lille ça bat pas l'EM en termes de finance. Je pense que c'est exactement pareil. Et peut-être un peu l'EDEC Nice, ça peut être un peu mieux, je pense, mais sinon, c'est à peu près pareil. Et même, au final, l'EM, c'est meilleur en conseil. Je pense qu'entre l'EM Lyon ou EDEC Lille, c'est même mieux l'EM. Voilà. Et au sein de l'EM Lyon, comment tu ressens les choses? Est-ce que tu as l'impression que les gens sont... Enfin, c'est quoi leur position par rapport à la finance? Parce que je t'assure qu'il y a des gens qui sont vraiment convaincus que finance à Lyon, ils vont se perdre. Est-ce que tu peux confirmer qu'il y a d'autres financiers à l'EM Lyon et que la finance est quand même un sujet important aussi à l'EM Lyon? J'ai plusieurs amis qui ont fait l'EM Lyon donc, un an avant, qui ont été pris dans des très bons stages. Et actuellement, j'ai au moins 5 ou 6 amis que j'ai rencontrés qui veulent tous faire finance et qui ont tous des connaissances de l'EM qui ont réussi. Donc je pense que c'est complètement possible en venant de l'EM. Je pense pas qu'il y aura de grandes différences par rapport à l'EDEC Lille. Parce que Early Maker, parce que c'est un peu ça la réputation de l'EM Lyon aussi. Hein. Ouais. Alors, on a parlé de la finance. Niveau entrepreneuriat, est-ce que tu penses que la réputation d'Early Maker, enfin, c'est même son slogan, est méritée, justifiée? Est-ce que tu ressens vraiment des volontés fortes d'entreprendre au sein de l'EM Lyon? Je pense que tous les cours sont assez orientés là-dessus pour l'instant. On a un cours de création d'entreprise, un cours de project maker, on doit créer un projet, soit associatif, soit aussi une entreprise. Et on a un autre cours où on doit créer des applications, créer avec le Makers Lab, créer quelque chose à vendre. Je pense que tout ça, quand même, ça nous aide pas mal à réfléchir à l'entrepreneuriat. Je pense que pour les entrepreneurs, c'est pas mal. C'est ce qu'il y a de mieux en termes d'école, je pense. L'ESSEC aussi, Ouais, mais beaucoup en avant l'entrepreneuriat. Ouais. Depuis que tu es rentré à l'ESSEC, c'est quoi ta position sur le sujet? Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une culture entrepreneuriale qui est vraiment développée au sein des écoles? Est-ce que tu as l'impression que l'ESSEC en particulier aide vraiment? Je pense que l'ESSEC peut vraiment aider dans le sens où il y a quand même beaucoup d'alumni de l'ESSEC qui ont fait de l'entrepreneuriat et ça fonctionne plutôt bien pour un certain nombre d'entre eux. Et c'est vrai que c'est pas mal mis en avant, même sur le campus. Enfin, on voit tout le temps les logos des boîtes qui ont été créées par des alumni de l'ESSEC, etc. C'est quand même pas mal mis en avant le succès, en tout cas de leurs élèves. Et ils en sont très fiers, surtout. Donc je pense que... Je sais pas si mon point de vue a évolué, mais en tout cas, c'est vrai que je suis plus baignée dedans depuis que je suis à l'ESSEC. Mais c'est vrai qu'on en entend pas mal parler. Et puis même, il y a beaucoup de cours, pareil. À l'ESSEC, c'est à la carte, comme ils disent, des cours. Et du coup, on peut choisir un peu parmi tout un catalogue de... Je sais pas combien il y en a en tout, mais il y a énormément de cours différents. Et il y en a beaucoup qui sont axés sur l'entrepreneuriat. Il y a même des chaires ou des tracks spécifiques sur l'entrepreneuriat, etc. Donc, Et du coup, tu dis que tu es très intéressé par le milieu des startups, tu es dans une école qui promeut l'entrepreneuriat. Au final, qu'est-ce qui te freine? Pourquoi tu franchis pas le pas en étant en école? Je pense que si je franchis le pas, c'est pas tout de suite. J'aimerais bien avoir un peu plus d'expérience pour être un peu plus confiante, déjà.
Parce que je pense que être confiante, c'est un des éléments principaux qu'il faut pour que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je ne sais pas exactement pour quelle raison, mais j'estime pas encore assez l'être. Donc je pense qu'il me faut un peu plus d'expérience, prendre un peu confiance. Et forcément, c'est un truc que j'envisage, ouais. Et quand tu as candidaté à l'ESSEC, c'est quelque chose dont tu as parlé dans tes candidatures? Pas du Qu'est-ce tout, que tu as non. mis en avant? C'était quoi ton projet professionnel quand tu as fait Euh, ton dossier pour j'ai l'ESSEC? basé mon projet professionnel surtout pour qu'il ait du sens avec le stage que j'avais fait avant. Mhm. Parce que j'ai pas mal mis en avant le fait d'avoir déjà fait un stage de 6 mois pendant mes candidatures. Donc forcément, j'ai basé mon projet pro un peu là-dessus. Je l'ai développé, mais j'ai fait un stage dans les cosmétiques Mhm. et en sales. Donc je l'ai basé là-dessus. Et je l'ai un peu développé, mais c'est vrai que ça avait rien à voir avec l'entrepreneuriat et l'univers des startups. Et toi, Antoine, qu'est-ce que tu as fait comme projet? Moi, j'ai vendu un projet entrepreneuriat pour Ouais. l'ESSEC, l'EDEC et l'EM. Ok. Donc, toujours tourné vers mon master avec les maths, les logiciels et ce qu'on peut développer avec Excel, Python. Et je Mhm. disais que j'avais besoin de découvrir d'autres compétences, management et entrepreneurial à l'EM, l'EDEC et l'ESSEC. Donc rien à voir avec la finance, du coup. Rien à voir avec la finance. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore persuadé de vouloir faire de la finance. Je savais juste que je voulais rejoindre une école. Et donc, voilà. Bon, tu sais pas ce que tu voulais faire, mais entre nous, Oui. tu savais que tu n'allais pas faire ce projet-là. Oui, une fois oui, que je savais. Ouais. Celui-là en particulier, tu... Bah, Et je c'était pensais quoi le pas- ressenti si, du coup, tu as fait les euros de l'ESSEC, de l'Union et des DEC, Mm. quelle était la perception? Parce que, tu sais, parfois les élèves ont peur, ils se disent mais l'entrepreneuriat, c'est quand même très dur, c'est risqué. Est-ce que j'aurais pas l'air un petit peu hors sol en parlant d'entrepreneuriat? Ils savent très bien que ça va être difficile, que j'étais pas envie de le faire. Comment le jury a réagi, du coup? Alors à l'EM et à l'EDEC, ils ont plutôt bien aimé mon Mm. projet. À l'EDEC, c'était un professionnel, donc il me donnait des pistes, il essayait de me donner des conseils. Mm. À l'EM, ils ont bien aidé, je pense, bien aimé, parce que je pense que c'est le- l'esprit. Et à l'ESSEC, ils m'ont plutôt challengé, posé pas mal de questions techniques, Mm. même un petit peu compliquées. C'est là où je pense que j'ai un peu Perdu péché. pied, ouais. Et donc ouais, ils étaient beaucoup plus compliqués. Ils voulaient vraiment voir si c'était vraiment mon Alors, ils t'ont projet. challengé, mais est-ce que tu as eu le sentiment qu'ils étaient réticents par rapport au principe même d'entreprendre? Non, mais ils étaient... Parce que les élèves ont une phobie de ça. Les élèves, ils sont ah. convaincus qu'on va leur dire ouais, mais votre truc, c'est impossible et tout. Est-ce qu'on t'a mis mal à l'aise par rapport au principe même de vouloir entreprendre en école de commerce? Non, pas forcément, plutôt par rapport à mon idée pour savoir si j'avais Ah oui, vraiment d'accord. réfléchi. Ouais. Ok. Mais pas par rapport au fait d'entreprendre, non, c'était pas ça. Parce que du coup, il y a beaucoup d'élèves qui se sentent obligés de faire des démonstrations, ils se sentent obligés de faire des aides de carrière. D'abord, je vais faire ça, et ensuite, je vais entreprendre, au lieu de parler directement de leur projet entrepreneurial. Est-ce que toi, tu as présenté des étapes? Tu as parlé directement de ton projet ou tu as dit que d'abord, tu vas travailler là, ensuite, tu vas faire ci, et à terme, tu feras de l'entrepreneuriat? Non, j'avais parlé de faire 2 stages donc pendant l'année de césure Ouais. et de me lancer en M2. Donc, voilà. Et donc à chaque fois, je parlais de l'incubateur, du réseau Alumni qui pouvait m'aider et me donner des conseils. Et sur ça, ils étaient tous les jurys, ils étaient plutôt d'accord que c'était une bonne idée. Très bien. Alors, là, on va parler un peu plus de ta préparation en elle-même. Donc, si je comprends bien, tu as commencé à préparer le Taj-Maj en début de L3. Ouais. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, parce que bon, voilà, il y a des gens qui ont fait leur rentrée à l'IAE ou dans d'autres universités. Comment tu t'es organisé en fait pour cumuler donc ces concours, ces écoles? Parce que bon, il y a le Taj-Maj, il y a le TOEIC, il y a les dossiers, il y a les machins, mais déjà le Taj-Maj, qui était la première étape, je pense. Mm. Comment tu l'as vécu? C'était difficile? Comment tu as Non, géré ça cette allait. surcharge de travail? Donc tout dépend, on se focus que sur le Taj-Maj. Mm. Donc pendant 3 mois, je faisais tous les cours du soir de Prépaya. Mm. Et je faisais en plus donc les Taj blancs du week-end. Mm. Et ensuite, à 1 mois du Taj, je faisais 2 heures par jour à côté avec des fiches qu'on avait de Prépaya et Tichiro. Mm. Et ensuite, j'ai fait la semaine intensive. Et globalement, tout s'est bien enchaîné. Et ensuite, dès le premier coup, j'ai réussi à avoir plutôt bonne note. Donc voilà, je pense que si on est régulier et qu'on travaille bien, le Taj-Maj, c'est faisable en 2-3 mois. Du coup, tu as passé combien de fois le Taj? Je l'ai passé 2 fois parce qu'ensuite, j'ai dû le repasser à cause De l'EDEC? non, du changement des points négatifs. Ah, ok, Voilà. d'accord. Il était plus valable. Ok. Donc voilà. Donc j'ai passé 2 fois et 2 fois, la deuxième fois, j'ai fait 1 mois et une semaine de prépa intensive. Voilà. Ok. Et tes deux scores du coup? Donc j'ai eu 417 sans points négatifs et 477 non l'inverse. 417 avec points négatifs et 477 sans points négatifs.
Tu as ressenti une grosse différence? D'ailleurs, c'était quoi ta perception du changement de système? Bah, Comment tu l'as vécu? pour moi, il rendait le TAJ un peu plus simple. Mhm. Je trouve que c'est un peu. On peut plus au hasard avoir des points facilement. Oui, mais après tout le monde peut, hein, donc ça reste un concours, donc c'est Oui, pas... mais et parfois, je trouve que du coup, il y a plus de hasard. Mhm. Une personne peut plus se mettre au hasard et avoir plus de points. Et sinon, j'ai révisé globalement un peu pareil. Et ça s'est plutôt bien passé donc pour les deux. Et qu'est-ce qui t'a le plus bloqué dans ta préparation au Taj-Maj? Est-ce qu'il y a des sous-tests que tu as trouvé particulièrement difficiles ou... Déjà quand tu es rentré dedans, imaginons, donc tu es rentré, tu as vu le Taj-Maj, progressivement, est-ce qu'il y a des sous-tests qui te parlaient plus dans la durée, comment tu l'as vécu? Voilà. Entre le moment où tu as commencé le Taj-Maj et la fin de ta préparation, comment tu as vécu ta transformation? Ta Alors au progression? départ, je me suis concentré sur calcul, condimine et logique. C'est les trois où on peut le plus avoir des bonnes notes, je pense. Mm. Donc j'ai fait principalement ça. Et ensuite, pour le français, je savais pas trop comment réviser. Donc je n'ai pas tant que ça révisé. Et au final, je me suis même pas énormément amélioré. Et j'ai vraiment concentré sur les 4 sous-tests de logique et de maths. Et voilà, c'est comme ça que j'ai. Avec Prépaillé, on a tout ce qu'il faut pour ces 4 sous-tests. C'est pas mal parce que hier on était avec Louise qui maintenant donne des cours de français à la prépa. C'est vrai que la, on a toujours une situation compliquée avec le français à la prépa. Est-ce qu'on en met trop? Est-ce qu'on en met pas assez? Parce que le Taj-Maj, c'est un test d'aptitude à la base. C'est pas un test de connaissance, c'est comme le GMAT, c'est des trucs des dérivés des tests de QI à la base. C'est pas comme à la fac où il y a un programme, voilà, il y a telle et telle chose à apprendre. Taj-Maj, il n'y a pas vraiment de programme. La preuve, hein, si on devait identifier un programme, par exemple, si on devait prendre un programme de maths pour le Taj-Maj, ce serait le même plus ou moins que le GMAT et le GRI. Et pourtant, c'est 3 manières de travailler très différentes au sein de la prépa. Le but de la prépa, c'est de maximiser le score. Donc, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est quand on prend 1 heure d'un élève, où orienter cet effort, dans quel sous-test en fait on va pouvoir créer une marge de progression. Et en compréhension, par exemple, si je prends le cas le plus extrême, la marge de progression, même quand les élèves travaillent beaucoup, elle reste quand même très faible. Raisonnement, argumentation, on débloque très vite, mais on plafonne ensuite. Donc faire des cours de raisonnement, ok, mais combien en faire? Expression, pareil. Il y a des gens qui vont dire oui, il faut apprendre du vocabulaire et tout, mais en fait, au bout d'un moment, non. Il y a C'est trop large, est-ce qu'il faut réviser il y a des méthodes simples, bon, les accords participes passés, les couleurs, bon, il y a des paliers qu'on peut débloquer très vite, qui ont du sens. C'est aussi le rôle des tâches blancs d'entraîner les élèves par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on a innové cette année, parce qu'on a eu Louise qui est venue renforcer les équipes, avec qui on a fait un essai, et on a vraiment observé une grosse progression chez les élèves. Donc c'est les élèves qui ont passé le Taj-Maj donc sur 2025, donc toi t'as pas... Si. Tu l'as passé quand toi du coup? Je l'ai passé cette année, 2025. Ah, mais quel mois tu l'as passé? En février. Quelle session du coup en février? Le 20 février, je crois. D'accord. Mais du coup t'as fait un peu de cours de français, non? Oui, il y en avait, mais j'y restais pas. Ah, d'accord. Ouais, du coup on les a conservés, donc là on a renforcé avec plus d'horaires de cours de français. Parce qu'en fait je pense qu'il y a eu une époque où on en a peut-être fait trop, ensuite on les a réduits. Là je pense qu'on a trouvé un juste milieu parce qu'on a vraiment observé des progrès importants. Je pense aussi que la suppression des points négatifs, ça permet aussi de prendre plus de risques, hein, parce que bon, il y a plus de situations ambiguës en français qu'en calcul par exemple, ou en logique. Il y a beaucoup de situations un peu ambiguës et la suppression des points négatifs, ça encourage aussi les élèves à répondre, parce qu'il y a des situations, on peut hésiter entre 2 questions, ça peut sauver sur une action, et des fois on va se dire non, je prends pas le risque, on répond pas. Le système des points négatifs rajoute un stress, alors que maintenant ça permet aux élèves de mieux s'exprimer en tout cas. Parce que moi j'ai jamais compris le système de points négatifs, hein. Justement je vais faire un parallèle avec le GMAT. Pour moi les systèmes de points négatifs c'est pour des tests de connaissances. Imaginons un prof, il veut s'assurer que les élèves aient bien appris leur leçon et que voilà, qu'il n'y ait pas d'avantage donné à la chance par rapport à un test de connaissance. Ça, je peux comprendre. Sur un test d'aptitude, j'ai jamais compris. Il n'y en a pas au GRE. Et le GMAT, c'est même pire, tu pourrais nous le confirmer. C'est limite pire de ne pas répondre
que de donner une mauvaise réponse. Bah après, j'ai envie de dire pour le GMAT, presque il n'y avait pas vraiment de règles. C'était tellement aléatoire, on ne savait jamais vraiment s'il fallait mieux répondre ou s'il fallait mieux rien mettre. Ou s'il Ah y non, avait mais des ne points pas répondre, ne pas négatifs. terminer, C'est le pire. Ah, c'est le pire, Ouais. c'est le pire. De toute façon, c'est comme ça que je vois qu'une personne n'a pas répondu. Quand quelqu'un me sort un score super bas, super bizarre, la première question que je pose, c'est est-ce que la personne a Ouais. terminé. Non, c'est très sanctionné. Et je pense que c'est une bonne chose. Et en fait, ça force tout le monde à répondre. Et je pense que pour le GMAT, c'est important aussi parce qu'ils font beaucoup de statistiques sur les questions. Donc créer une incitation comme ça à chaque personne de répondre le plus possible, ça va aussi dans leur sens. Et je pense pas que ça fausse le test parce qu'en réalité, mettre une espérance nulle, ok, dans la globalité, sur le papier, ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, de ne pas donner d'avantage. Mais factuellement, une personne qui est moins bonne qu'une autre, même s'il n'y a pas de points négatifs, elle aura un moins bon score, dans tous les cas. Et finalement, les points négatifs, ça introduit des biais. Enfin, déjà, ça va créer un écart, non plus basé sur le niveau réel, mais déjà sur l'appétence au risque. Il y a des gens qui ont plus de stress que d'autres. Ouais. Et ça va même stresser des gens tout court. Il y a des gens, ils vont arriver juste stressés au test parce qu'ils se disent ah mon Dieu, peut-être que je vais me pénaliser par rapport à ça. Donc je trouve que la suppression des points négatifs, ça permet toujours de classer des candidats en fonction de leur niveau parce que forcément, même si l'espérance est légèrement positive, dans tous les cas, par exemple, celui qui hésite entre deux réponses, mathématiquement, aura plus de points que celui qui hésite entre 3 ou 4 réponses. Il aura une espérance plus élevée. Donc je veux dire que ça ne va pas non plus fausser. En fait, ce qui serait compliqué, ce serait si une modification du test permettait dans certains cas à des personnes moins bonnes de dépasser des personnes plus fortes. Ce n'est pas du tout le cas. Et la preuve, le GRE et le GMAT fonctionnent très bien sans cette notion de point négatif. Donc ça a été supprimé. Et puis nous, à la prépa, on ne voit pas de grande révolution. C'était marrant parce qu'ils avaient corrigé les tests à un moment de 15%. Donc on a eu une inflation comme ça de score, on a des gens au-dessus de 500 qu'on n'avait jamais vu. Je ne sais pas si tu avais suivi ça un peu. Il y a des gens qui avaient eu des corrections qui étaient complètement déconnantes, quoi. Puisque moi, à partir du moment où j'observe des scores que j'ai jamais vus, déjà c'est bizarre. Et la grande question, c'était est-ce qu'on allait voir ces fameux gros scores dans les faits, puisque ça c'était des corrections de scores passés avant. Quand les gens ont passé réellement le tâche-mage, donc sans les points négatifs, on n'a pas vu des 523 et des 527 comme on avait vu. Non, en pratique, les gens plafonnent à des niveaux de score un peu similaires à avant. Parce que le problème, c'est que quand on... C'est ça la tromperie. Ils ont fait une correction de 15%. Mais ok, la personne qui a environ 300, elle a plein de questions potentielles où elle peut récupérer des points, avec une espérance qui est strictement supérieure à 0. Donc il peut gagner des points. Mais la personne qui déjà a des scores comme toi, là, très élevés, il ne reste plus beaucoup de questions. Hein. Ouais. La personne qui avait 477, il lui reste 14 questions. Voilà, c'est compliqué. Donc c'est bien qu'il n'y ait plus les points négatifs, mais de là à considérer que c'est cadeau et que forcément on va atteindre des scores à 150, 160, je pense pas. Et toi, je pense que ton augmentation de score, c'est une combinaison, certes, de la suppression des points négatifs, mais tu as sûrement dû progresser un petit peu intrinsèquement aussi. Hein. Oui, peut-être. Ouais. Je pense. De toute façon, nous, on voit les scores, hein, parce que, bon, il y a le score en valeur absolue, mais on voit la répartition des scores entre les élèves. Et 477, aujourd'hui, en tout cas passé, c'est encore un très bon score. Okay. La pression des points négatifs, en tout cas à la prépa, c'est marrant. Hein. Depuis que les gens passent réellement le tâche-mage, le record de score qui a été atteint 2 fois en points négatifs n'a pas encore été battu. C'était combien ? 497. Ok. Et là, le record est à 493. Ok. C'est rigolo. Mais en fait, dès qu'on atteint les scores extrêmes, ça n'a plus vraiment de signification. Par contre, c'est vrai que les scores... déjà, les scores au-delà de 400, il y en a beaucoup plus, c'est une réalité. C'est le phénomène dont j'ai parlé. Hein, les gens qui sont vraiment dans le ventre mou à 350, 300, 370, ils sont mécaniquement tirés vers 400 avec beaucoup plus de facilité. Mais une fois qu'on atteint les 450... c'est des gens qui sont vraiment en capacité de démontrer des aptitudes largement au-dessus de la moyenne. À ce moment-là, il n'y a plus beaucoup de changements. Donc, parler de score de 500, moi, je trouve que c'est tout aussi hors sujet qu'avant. C'est des trucs qui n'arrivent pas, qui sont arrivés très brièvement et de manière totalement artificielle par correction. Mais le 500, c'est quelque chose de très rare et
ok, la correction a créé une petite inflation de score, mais une fois qu'on dépasse les 450, on arrive sur des scores qui sont très rares. Me dire que le changement de format du TAJ a créé plein de scores au-dessus de 450, je pense que c'est quand même très exagéré. De toute façon, toi, tu as vu parmi les gens qui t'as passé, quoi. Ton score, tu vois très bien que c'est un score qui est excellent. Hein. Ouais, non. Par rapport aux autres personnes, même avec qui t'as intégré l'école. Mais bon, ce qui était un peu bizarre, c'est que dans la même promotion, dans le même concours, on a mélangé des gens qui avaient bénéficié de l'aide des 15%. Voilà, ouais. Et ceux qui... Bon. Mais bon. Dans les faits, de toute façon, là, on va sortir des stats très détaillées sur les promotions 2024-2025 par rapport aux promotions 2023, 2024, 2023. Les écarts de score ne sont pas importants. Si on prend le minimum de score qu'il fallait pour intégrer les écoles comme l'Union ou l'EDEC, c'est moins de 10%. Okay. Pas grand-chose. À vérifier, hein, mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est moins de 10%. Et sur l'ESSEC, je ne vois pas de différence. Voilà, parce qu'à l'ESSEC, c'est très bizarre. Hein. À l'ESSEC, à la base, à l'ESSEC, dans leur barème, le score max, c'est 400. 5 sur 5 sur la partie. Bon, à l'époque, ils publiaient le barème, ils ne le font plus. Le SCP publiait un barème aussi avant, qu'ils ont supprimé. Le SCP, c'était 450, le score max. On avait 20 sur 20 et 450, donc ça ne veut rien avoir plus. Le M Lyon, bon, c'est une règle de 3, donc pour le coup, tous les points qu'on a se rajoutent. Hein. En fait, on divise le score par 30 pour l'avoir sur 20. Et les decks, il n'est jamais trop dessus. Les decks, c'est tellement obscur que je les soupçonne d'avoir un score max à 450, mais je ne suis pas sûr. C'est très compliqué. Ils ne donnent pas directement les scores, on est obligé de les interpréter et c'est très difficile. Il faut vraiment, en fait, pour vraiment être sûr d'un score à l'EDEC, il faudra avoir plusieurs personnes exactement pareilles. Parce que ce que l'EDEC donnait, c'était un nombre de points total. Et le nombre de points, ça mélangeait du coup la note de dossier, TAJ et TOEIC. Et le truc, c'est que tout le monde n'a pas la note de dossier. Donc on a un total de points, c'est super compliqué de faire des interprétations. Donc moi, j'avais réussi à reconstituer un barème jusqu'à 400. On arrivait à 16 sur 20 sur 400. Mais au-delà de 400, on n'a pas vraiment de données fiables. Par contre, au niveau de l'ESSEC, ce qu'on a observé, on n'a pas l'impression que l'ESSEC ait vraiment corrigé le TAJ. Il y a des gens qui rentrent à 400, voire plus. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est que si je prends les scores minimum, donc pas que la prépa, on observe des scores d'ailleurs aussi, il y a un seuil symbolique à l'ESSEC de 300. En dessous de 300, c'est très compliqué d'intégrer l'ESSEC. Mais le seuil a l'air d'être aussi symbolique aujourd'hui qu'avant. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés ric-rac à l'ESSEC avec 300 en TAJ, avec une suppression de points négatifs, mais c'est des gens qui n'auraient pas eu 300 en TAJ en temps normal. Ouais. Et ils passent parce qu'ils ont eu un excellent dossier académique. Donc en fait, le phénomène qu'on observe, on va voir s'il se confirme du coup avec l'évaluation de cette année. Bon, c'était la totale l'an dernier. On a mélangé réforme de TAJ plus intégration des L3 dans le process, donc c'était un peu le bordel. Donc il faut quand même confirmer ce qu'on a observé. J'ai quand même l'impression que le minimum est pareil, et que du coup, les gens qui essayent de compenser leur dossier avec de très bons TAJ sont encore plus en concurrence avec de très bons dossiers. Le même dossier parfait, je sais pas moi, quelqu'un qui a 15 de moyenne en droit à SAS, qui ont été recalés juste à cause d'un 270-280 TAJ, mais il arrive mécaniquement à un 310-320 grâce au poussant des points négatifs, et il va bouffer la place des gens. Et c'est peut-être ça qui expliquait aussi l'échec important des étudiants de L3 sur les recrutements en session 3-4. Bon, il y a beaucoup d'hypothèses, on n'a aucune certitude parce qu'il n'y a pas assez de recul, mais c'est des choses qu'on va, dès la session 1, regarder avec beaucoup d'attention. Voilà. Et d'ailleurs, en termes de dossier, je fais une transition par rapport à l'ESSEC. Tu avais des bonnes notes à Warwick. Est-ce que tu peux donner une indication de ce que c'est pour toi un dossier qui passe à l'ESSEC, que ce soit ton dossier ou les gens que tu as observés? À partir de quand c'est selon toi vraiment compliqué, il faut abandonner, quand est-ce que c'est plié? Si je prends une population comme Warwick, qui est une population où il y a beaucoup de Français, ouais. Si tu vois un peu tes camarades de classe, c'était quoi un petit peu le type de personne qui se sentait déjà légitime pour l'ESSEC, qui a vraiment intégré? Et est-ce qu'il y a selon toi une grosse différence en termes de dossier minimum pour intégrer l'ESSEC ou le SCP? Bah déjà, nous, on avait tous fait au moins 6 mois de stage avant. Et ça, je pense que c'est un truc qui est assez... J'en connais qui sont rentrés au bout de 3 ans de Warwick sans stage, mais c'est vrai que c'est plus rare. En général, les gens, ils font une année de césure entre les deux. Ou alors, on fait une année de césure comme moi, entre la deuxième et la dernière année. Après, on a tous eu des assez bons scores au GMAT.
en tout cas de Warwick. Après, c'est vrai que les ASTI que j'ai rencontrés à l'ESSEC, qui ont fait d'autres écoles internationales, qui sont français aussi, ils n'avaient pas forcément des aussi bons scores au GMAT et ça a quand même fait sans problème. Mais c'est vrai que de Warwick, on a tous eu plutôt des bons scores. Et après, en termes de notes, je pense que il faut viser un I2-1 pour rentrer. Par exemple, toi, t'avais combien de moyenne à peu près sur ta scolarité? Moi, j'avais 67%. Ok, I2-1 du coup. Ouais. Et je pense que c'est ce qu'il faut, ou alors 63, 64, je pense que ça le fait aussi. En dessous, je sais pas, je sais pas exactement ce qu'ils avaient, mais les autres qui sont à l'ESSEC avec moi et qui étaient à Warwick aussi. Mais je pense que dans tous les cas, tout le monde avait au-dessus de 60%. Et après, entre l'ESCP et l'ESSEC, la majorité des gens qui sont à l'ESCP, c'est des gens qui n'ont pas forcément passé le GMAT et qui ont du coup fait le SHL. Mais après, il y en a aussi qui ont passé le GMAT et qui avaient les deux et qui ont fait le choix d'aller à l'ESCP. Mais je pense que les dossiers entre les deux sont assez similaires. Ouais, 67%, c'est symboliquement un 14 sur 20 en France, quoi. Donc, bon, les bons dossiers. C'est vrai que dans certains cas un peu compensés, il y a des exceptions, mais c'est vrai que la norme, c'est pour les SEC, oui, c'est d'avoir un bon two-one, et je pense que c'est ce que tu observes. Puis bon, moi je me dis fondamentalement, quel est l'intérêt de partir aussi loin de chez soi, de payer des études aussi chères, c'est pour faire autre chose que travailler et avoir des bonnes notes, quoi. Parce que toi, tu l'as pas forcément complètement prémédité, mais il y a beaucoup de personnes qui vont précisément, pour l'expérience internationale, mais avec le projet depuis la terminale d'intégrer une bonne école comme l'ESSEC ou le SCP. Donc il y a quand même une motivation à travailler pour atteindre ces résultats. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le perçoit, parce que majoritairement, les étudiants dans ta situation ont des bonnes notes. Parce qu'ils ont une motivation et ils partent pas pour rien, entre guillemets. Donc voilà. Et il y a un autre test dont tu n'as pas parlé, TAJMAJ, GMAT, le GRE. Ouais. À ton époque, c'était comment? Est-ce que c'était un test qui était déjà... Ouais, à Warwick, pas trop. En fait, c'était surtout je pense que c'était un effet de groupe où on s'est tous... la majorité bossé le GMAT et du coup, tout le monde a bossé le GMAT. Mais dans d'autres écoles internationales, de gens qu'on a ensuite retrouvés tous dans nos masters, il y en a beaucoup qui ont passé le GRE. J'en entendais parler et forcément... je me suis posé la question au moment de savoir, comme je me suis posé la question avec le TAJMAJ aussi, qu'est-ce que je fais. Je connaissais plus de gens qui, de Warwick, avaient fait le GMAT et étaient rentrés dans des écoles de commerce, donc j'ai suivi un peu cette voie-là. Mais c'est vrai que le GRE, je pense que c'est aussi une très bonne alternative. Petite question d'Agathe. Par rapport aux oraux dans les différentes écoles, est-ce que toi, du coup, tu as passé oraux de John School? Ouais. Et de l'ESSEC? Ouais. Alors, déjà, est-ce que tu peux expliquer les différences? Parce que pour le coup, c'est des oraux qui sont complètement opposés. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu as vécu ces oraux? Déjà, Join Your School, nous, c'était en présentiel, alors que l'ESSEC, c'était en distanciel. Et Join Your School, c'est 15-20 minutes, alors que l'ESSEC, c'est 45 minutes. Donc déjà, je pense qu'en termes de timing, ça fait déjà une grosse différence. En distanciel parce que tu étais en Angleterre. Ouais, mais je crois que tous les ASTI, c'est en distanciel pour l'ESSEC. C'est possible. En tout cas, à mon époque. En tout cas, ils ont la... Ok. Ouais. Et après, c'est vrai que du coup, forcément, vu qu'il y a une différence de temps, Join Your School, ça reste un peu plus superficiel. Et en plus, c'est un oral qui est axé sur 5 écoles en même temps. Enfin, moi, du coup, c'était que 4 parce que j'avais pas été admissible à HEC. Et du coup, forcément, c'est un peu plus difficile de se positionner parce qu'on ne peut pas forcément parler d'assaut, parler d'incubateurs spécifiques, parler de localisation ou de programme d'échange, etc. Et tu es issu de quelle école? Moi, j'avais une de HEC et une de l'EM Lyon. Et du coup, ça forcément, c'est un peu... les écoles où tu étais admissible, quoi, du coup. Si l'EM Lyon, j'étais admissible. Oui, mais tu voulais pas forcément intégrer l'EM Lyon. Ouais. En fait, l'école qui t'intéressait, du coup, n'était pas représentée. Ça devait être perturbant quand même. Ouais, c'était un peu déstabilisant. Tu t'as bossé, tu t'es focalisé sur une école et aucune des deux personnes qui t'interviewent ne vient de cette école. Et surtout, même quand je suis arrivée et que j'ai vu que j'avais une personne d'HEC alors que j'étais même pas admissible, forcément, c'était un peu déstabilisant aussi. Mais petite question très importante, c'est éternel débat. Est-ce que tu penses que ton jury connaissait tes admissibilités? Est-ce qu'il savait dans quelle école tu étais admissible? Je pense pas. Franchement, je pense pas.
Parce que, en tout cas, j'avais pas du tout l'impression que celle qui venait d'HEC savait que dans tous les cas, par rapport à cette école-là, c'était mort, quoi. Après, c'est vraiment des alumni ou des profs de ces écoles-là. Moi, en l'occurrence, celle de HEC, c'était une alumni, c'était pas du tout une prof. Donc je pense qu'elle était juste là pour voir la motivation et que c'était pas forcément dans sa tête décider si à HEC, elle n'était pas décisionnaire sur l'école en soi, quoi. Mais après, franchement, je pense pas qu'ils étaient au courant. Après, peut-être, je sais pas, mais j'avais pas eu cette impression en tout cas. Les oraux de l'EM Lyon et les decks en voie française, c'est un peu sport, hein. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Alors, ceux de l'EM, Parce que on a parlé des oraux standards, hein, les secs tout à fait normal. 50 minutes, entretien de motivation classique. Entretien complètement what the fuck de John School où on postule sans postuler. C'est un concept. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des oraux de l'EM Lyon et les decks qui ont aussi beaucoup de spécificités? Ok, alors celui de l'EM, ça se passe sur une matinée. Donc j'avais d'abord fait celui d'anglais, où on a un texte, ensuite on doit résumer et discuter 15 minutes avec un prof d'anglais. Donc ça, c'est en fonction de ton niveau d'anglais, pas besoin de trop de le préparer. Et ensuite on a un entretien de motivation et de personnalité, où on tire 4 cartes avec des questions un peu particulières. Et on doit y répondre et ensuite échanger avec le jury. Et donc ça, faut prévoir un peu des réponses un peu loufoques pour les questions. Et donc ça s'était au final plutôt bien passé. J'avais un prof et un alumni, plutôt sympa. Et ensuite pour l'EDEC, c'est sur une journée entière. Donc on a l'entretien d'une heure. On se présente pendant 4 minutes devant tout le monde, 6 personnes et 3 personnes du jury. Ensuite on a un travail de groupe qui dure 45 minutes à 6. Donc c'est un peu particulier parce que tout le monde est un peu pas vraiment soi-même. On essaye de faire un peu le mec sympa, de faire participer tout le monde en étant un peu... C'est un peu particulier comme exercice, moi j'avais pas forcément super aimé. Et ensuite un entretien de 15 minutes avec un des 3 jurys, où là j'avais un alumni très sympa et j'avais bien aimé. Et il y a également de l'anglais où on doit parler pendant 5 minutes sur un sujet, et ça dure 20 minutes aussi. Donc voilà. Donc j'avais préféré l'entretien de l'EM que l'entretien de l'EDEC où le travail de groupe j'avais pas forcément aimé. Voilà. Est-ce que ça contribue aussi À mon choix après? Ouais, on m'a dit quand t'en parles que tu t'es même mieux senti à l'EM Lyon qu'à l'EDEC, au moment Ouais. de tes oraux. Ouais, tout à fait. Dans le M Lyon, j'avais trouvé que les jurys étaient globalement plus sympas. Ouais. On avait une prof qui nous dirigeait pendant le travail de groupe à l'EDEC qui était assez particulière. Et donc, je pense que c'est peut-être aussi un de mes choix. Et les fameux admisseurs? Bon, toi, t'en as pas eu, du coup. Non. T'as pas bénéficié de cette ambiance? Les admisseurs, comment t'as... À l'EM Lyon, c'était qu'une matinée, donc on les a très peu vus. Ouais. Ils nous emmenaient juste quasiment dans les salles où on participait. Ok. Et à l'EDEC, ils étaient globalement plutôt sympas. Ils essayaient de parler, ils parlaient chacun de leur année, ce qu'ils aimaient et ce qu'ils aimaient pas. Donc c'était plutôt sympa. Bonne ambiance. Super. Alors, et au niveau de votre préparation, c'est quoi selon vous, je commence par Paloma du coup, c'est quoi les valeurs ajoutées selon toi de faire une prépa? Comment tu as positionné la prépa dans toute cette partie-là, que ce soit par rapport d'abord au GMAT et tout ce qui en a suivi, vraiment concrètement au quotidien? Parce que bon, on se dit oui, une prépa, ça aide, etc. Comment tu positionnes l'intervention de la prépa à chacune de ces étapes et qu'est-ce que selon toi ça t'a apporté? Alors je pense déjà c'est pour le... Enfin moi au tout départ j'ai pris la prépa vraiment pour le GMAT. Il se trouve que ça m'a aussi servi pour ensuite les dossiers, etc. Mais au départ c'était vraiment pour le GMAT. Donc je pense que c'est sur ça que ça a le plus rajouté de la valeur à mon dossier, quoi. C'est mon score. Et ensuite pour les oraux, j'ai trouvé ça top. Enfin vraiment le fait d'avoir vraiment une préparation, entretien blanc, en conditions, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super et qui m'a vraiment aidé. Je suis arrivée le jour J beaucoup moins stressée parce que je m'étais entraînée, je savais à peu près en termes de timing, ma présentation, etc. Le fait de le faire à l'oral et tout, c'est quand même différent que de s'entraîner tout seul ou de se réciter tout seul et d'être challengé un peu sur les questions aussi. Donc je pense que les 2 points principaux, moi, qui m'ont aidé, c'est vraiment la préparation au GMAT et les oraux. Parce que je vais en parler aussi par rapport au TAJMAJ. J'en parle déjà par rapport au GMAT, qui est quand même un test mondial avec pas mal d'alternatives. Donc tu dis que c'est vraiment le GMAT qui t'a accroché en premier lieu à la prépa.
y a des alternatives. Entre les bouquins, les plateformes, y compris les plateformes internationales, éprouvées, etc., Magouche, TTP, etc., des alternatives qui ne sont pas du tout au même niveau de coût. Parce que la prépa, c'est un ensemble. Et toi, si tu dis que le plus important, c'était le GMAT, alors qu'il y avait, sur ce point très spécifique, si on a les accompagnements, la partie, etc., si on parle vraiment de la partie spécifiquement préparation du test, qu'est-ce qui, selon toi, justifiait de consacrer un budget aussi important par rapport à toutes les alternatives qui existent sur le marché? C'est vrai qu'au TAGMAT, il y en a moins, même si ça se développe de plus en plus. Mais au GMAT, il y a quand même, au niveau international, beaucoup de choses qui existent en ligne, notamment. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, j'avais eu beaucoup de conseils de faire une prépa dans tous les cas, parce qu'il y a l'alternative, la moins chère, c'est d'acheter les livres et de le bosser tout seul. On m'avait vraiment conseillé de faire une prépa, ne serait-ce que pour la motivation et le fait d'être un peu obligé, entre guillemets, de le bosser, parce que si on est seul sur le GMAT, c'est vraiment facile de se démotiver. Parce que aussi il y a d'autres alternatives de master, il n'y a pas que des masters qui demandent le GMAT, et du coup c'est facile de virer sur le côté je ferai quelque chose où j'en ai pas besoin, etc. Donc vraiment c'était dans ma tête, j'étais sûre de vouloir faire une prépa. Après, pour décider laquelle, c'est sûr que j'avais entendu pas mal de bien de Prépaya. Dans mon entourage, je connaissais déjà des gens qui avaient fait Prépaya les années d'avant, etc. Et donc forcément, c'est la première à laquelle j'ai pensé. Après, il y avait aussi une autre prépa en ligne où il y avait pas mal de gens de mon entourage qui la faisaient aussi. Je sais plus exactement comment elle s'appelle. Mais du coup, j'ai hésité entre les deux. Et au final, quand j'ai vu les résultats, et c'est vrai que je connaissais des gens vraiment qui avaient fait Prépaya, donc j'avais plus confiance et c'était plus rassurant de me lancer là-dedans, quoi. Puis même de Warwick, on était pas mal dans mon année à faire Prépaya. Moi, j'étais en coloc en dernière année à Warwick, on était 5 et les 5 on a fait Prépaya. Donc forcément aussi, ça s'est fait comme ça. À la team Amérique du Sud. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'il y a l'encadrement, la motivation, l'émulation. Et parce que j'ai posé la question hier sur le tâche d'un étudiant, c'est un peu dans cette même logique. Parce qu'il me parlait aussi de la notion d'encadrement. Et je lui disais à choisir, si vraiment il fallait faire un choix entre l'encadrement, mais sans la qualité du contenu, ou la qualité du contenu sans l'encadrement. Dans ton choix donc de suivre une préparation, c'était quoi le facteur vraiment décisif au final? Parce que l'encadrement c'est important, mais le contenu aussi c'est... Est-ce que tu as eu l'occasion quand même, parce que c'est le sujet le plus important finalement, la qualité du contenu, est-ce que tu as eu l'occasion quand même de comparer les contenus? Là je parle pas de la structure en tant que telle, où tu t'es dit non, là il y a de meilleurs résultats donc c'est que le contenu est meilleur. Ouais, je pense que j'ai vraiment réfléchi comme ça. Ouais. J'ai vraiment regardé les résultats et les retours que j'en avais. Et du coup, je me suis dit, let's go. Après, en fait, quand j'ai commencé à regarder tout ça, je savais même pas vraiment en quoi ça consistait, le GMAT. T'as vraiment découvert le GMAT après prépa? Ouais. Ok. Ah, mais complètement. Ouais, parce qu'il y a des gens qui arrivent à la prépa après avoir essayé par eux-mêmes. Toi, bon, t'es arrivé, bon, je n'avais jamais regardé, je savais pas à quoi ça ressemblait. Et t'es arrivé en août en plus, c'est ça? Je suis arrivé en septembre, début septembre. Ah ouais, carrément, c'est bon, la totale. Un peu de vacances en août et puis c'est bon, on arrive frais. Mais d'ailleurs, l'intensif de septembre, on l'a conçu spécifiquement pour les étudiants de Londres qui ont le mois de septembre de libre. On a tout le mois de septembre, Et on est à fond dedans là d'ailleurs. Là, on est sur la dernière ligne droite avant les derniers passages de test pour la session 1. Et moi, j'espère qu'il y aura le moins de gens possible dans ta situation qui arriveront à tenir jusqu'au bout. Non, parce que je pense que c'était un sport quand même psychologiquement. De passer du stade où tu te dis, bon, je me débarrasse de manger match, je pars à Londres et je passe à autre chose, à une phase finalement où tu as dû cumuler tes études avec la préparation du GMAT. Mais heureusement, on était beaucoup dans cette situation, donc franchement, c'était motivant. Je sais pas si j'aurais réussi à tenir sinon, si on n'avait pas été plusieurs dans la même situation à Warwick. Mais c'est vrai qu'en plus, Warwick, c'est le système anglo-saxon et ça nous laisse quand même pas mal de liberté. On n'a pas énormément d'heures de cours, c'est beaucoup de travail personnel. Et du coup, moi, je m'étais un peu fixée essayer d'avoir tout fait d'ici fin novembre pour vraiment, pendant le mois de décembre, rattraper un peu le retard que j'avais pu prendre vu que du coup, c'est beaucoup de travail perso et on a pas mal de liberté. Et du coup, heureusement, j'ai réussi à tenir cette deadline-là de fin novembre, quoi. Et en volume de travail, ça représentait combien de temps à peu près pour visualiser? Parce que bon, il y a eu l'intensif où tu étais à fond, etc.
Quand tu es revenu à Londres et que tu avais ton programme, tu travaillais combien d'heures par jour à peu près? Quand je suis retournée à Warwick, j'ai un peu eu du mal à continuer le rythme que j'avais en septembre à Paris. Donc je dirais que j'ai eu 2 semaines un peu de... je retrouve Warwick après un an, j'étais pas à fond dedans. Et je m'y suis vraiment remis mi-octobre à fond. Et là, c'était vraiment... je faisais du 8h30, 20h du mat. Et après, je me laissais 1 ou 2 jours dans la semaine où j'en faisais pas du tout. Du coup, je faisais 5-6 jours, 8h30, 19-20h, quoi. Et tu l'as passé combien de fois au final, le GMAT? 2 fois. Ok. Et ton meilleur score, du coup, que t'as pas annoncé? J'ai eu... la première fois, j'ai eu 630. Et la deuxième fois, 730. Oui, parce qu'on est en ancienne version du GMAT, hein, depuis il y a eu la réforme avec le GMAT Focus. Une manière de les identifier, c'est simple, hein, c'est maintenant par palier de 5. Et ton 730, bon, je dirais c'était quoi, du 5 à 65, 75? Franchement, je sais pas. Ouais, 675, ce qui est un excellent score. Non, parce que parfois les gens réadaptent et c'est vrai que les scores sont devenus plus bas en fait. Et il y a un recalibrage, de toute façon il y a un tableau officiel hein, sur le site du GMAC, on peut retrouver son équivalent de score. Et toi du coup, si tu devais résumer ta perception de la valeur ajoutée, de ce qu'il y avait de plus important pour toi, et en quoi la prépa t'a le plus aidé dans ton fonctionnement, dans ta préparation? Pour moi, c'était l'encadrement tâches. Tous les jours, il y avait un cours. Donc tous les jours, je me forçais à le suivre. Et plus les tâchements du week-end, ça m'a permis d'être super régulier. Ensuite, la prépa intensive, évidemment, elle était top. Et après, les oraux, c'était les oraux blancs, situation, avec des personnes qu'on connaît pas, différentes tous les jours. Donc très bien. T'as fait combien d'euros blancs à peu près du coup à la prépa? En tout? Ouais. 25. Ok, bon, t'es dans la moyenne haute, on va dire. Bah, en tout cas, il y a eu du résultat, c'est le plus important. Ouais. Super. Bah, écoutez, je vérifie s'il n'y a pas juste une toute dernière question, mais je pense qu'on est bon. On est bon. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? On arrive au terme. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Hein. Ouais. Donc super bien, hein. Donc 2 profils très différents, donc la voie internationale GMAT, puisque c'est vrai qu'on a eu pas mal d'internationaux, mais Tajmaj. On a enfin pu parler de GMAT sur ce podcast et j'en suis très content. Un profil universitaire classique, très belle performance au TAJ. Je pense que tu dois avoir le record de TAJ des choses qui sont passées. Il y en a d'autres qui viennent, hein. Il y a du 500 et du 500 mètres derrière. Mais je t'épargne parce qu'encore une fois, je vais bien séparer les scores corrigés des scores non corrigés. Je pense qu'en score post-suppression des points négatifs, sans correction, on est sur le meilleur score pour l'instant. Ok. Voilà. Et le TOEIC, parce qu'on n'a pas précisé. 945. Voilà, très bon score de TOEIC aussi. Super. Bon, bah, fin de ce 6e épisode. Donc, on fera bientôt le petit montage, rediffusion sympa. Et un grand merci, du coup, pour votre présence. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.